Bonjour à tous. Bonjour à tous et merci à Planète A de nous réunir aujourd'hui. Nous sommes 100, 200, je ne sais pas exactement, mais nous sommes très nombreux réunis autour d'une de ces 4 webinaires organisés par Planète A qui, dans cette période si singulière, s'interroge sur une question au long cours: comment nourrir l'humanité, comment nourrir 10 milliards d'habitants en 2050 en luttant contre le changement climatique, en protégeant la biodiversité. Quelle est la fonction singulière des territoires, de l'Europe et des territoires, de l'Europe des territoires? C'est la question qui nous réunit aujourd'hui et sur laquelle nous allons débattre. Pendant la première demi-heure, nous aurons le plaisir et l'honneur d'écouter une participation, une intervention forte du ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie. Et puis, nous aurons ensuite des interventions de 4 panélistes que je vais présenter rapidement. Nous aurons le plaisir de dialoguer avec Jean Rotner, président de la région Grand Est, avec Roland Thaïs, secrétaire d'État à la justice et aux affaires européennes du Land de Sarre. Nous aurons la joie d'accueillir et de dialoguer également avec Sébastien Huitsor, président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture. Et nous aurons également, comme pour participer au débat, Anne-Catherine Husson-Traoré, directrice générale de Novetic. Donc, 2 grands territoires au cœur de l'Europe, le Grand Est et la Sarre, un débat transfrontalier, un débat ancré dans les territoires grâce aux chambres d'agriculture, et puis regardé sous l'angle des enjeux du monde grâce à Novetic et sous l'angle d'une boussole éthique que porte notamment cette institution dans les débats de l'économie contemporaine. Merci à tous pour votre présence, de consacrer du temps à ce débat de Planète A. Nous sommes là pour nous enrichir les uns les autres, pour apprendre, pour avoir des controverses apaisées, et pour chercher ensemble des solutions constructives pour nos territoires et pour le monde. Je vous propose de commencer immédiatement ce webinaire en écoutant le ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie. Caroline, si vous voulez bien. Mesdames, Messieurs, je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de ce cycle de conférences pour leur invitation à introduire ce deuxième débat qui porte sur une thématique particulièrement importante en ces temps de crise, mais également, je l'espère, qui est le témoin du rebond et de la réinvention possible. J'ai une conviction chevillée au corps. Je l'ai depuis que je suis arrivé à la tête de ce ministère, celui de l'agriculture et de l'alimentation. Notre défi, c'est de regagner notre souveraineté alimentaire, c'est de regagner notre souveraineté agroalimentaire. Et c'est précisément pour cela que ce deuxième débat auquel vous participez est si important. Alors nous vivons une crise inédite qui met l'ensemble de notre chaîne alimentaire sous pression. Et cette chaîne, elle fait au même moment preuve d'une résilience extraordinaire. Et je voudrais en cet instant, remercier chaleureusement ces femmes, ces hommes, ces agricultrices, agriculteurs, éleveurs, membres de cette grande chaîne agroalimentaire qui sont chaque jour à pied d'œuvre, qui font preuve d'un engagement sans faille, mais aussi d'une immense solidarité pour assurer la production, l'approvisionnement de tous les Français partout sur notre territoire. Mais il ne faut pas oublier que cette crise, elle met également en lumière toutes ces dépendances qui nous empêchent justement, précisément, de regagner cette souveraineté alimentaire si importante pour notre pays. Je pense par exemple à notre dépendance aux marchés mondiaux, aux importations, par exemple celle du soja brésilien qui fait suite à une organisation d'un système international depuis maintenant plus de 50 ans. Je pense aussi à notre dépendance aux intrants, notre dépendance face à la ressource en eau qui se fait de plus en plus rare, notre dépendance également vis-à-vis de toute une génération d'agriculteurs qui va partir à la retraite et qu'il va nous falloir remplacer. Et ceci ne sera possible que si nous arrivons à assurer à ces nouveaux agriculteurs et à ces agriculteurs aujourd'hui présents un revenu digne et décent. Et c'est à l'ensemble de ces dépendances que je veux m'attaquer en tant que ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Car il ne faut pas oublier, jamais oublier, qu'il n'y a pas de pays fort à travers le monde sans une agriculture forte.
La puissance agricole, c'est une composante essentielle de la souveraineté. Et il n'y a pas de puissance agricole sans, d'une part, une ouverture sur le reste du monde et d'autre part, une agriculture ancrée sur nos territoires. S'agissant de l'ouverture sur le reste du monde, c'est probablement le socle qui a permis à l'Union européenne de se construire. Et c'est le socle sur lequel repose encore aujourd'hui la solidarité européenne. La politique agricole commune reste un instrument essentiel pour garantir la sécurité et la souveraineté alimentaire en Europe, mais aussi en France. Cet objectif a en permanence guidé les positions portées par la France depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, et je me réjouis notamment des succès que nous avons obtenus. D'abord cet été, s'agissant du budget consacré à la politique agricole commune, mais aussi tout récemment, le 21 octobre dernier, sur les orientations politiques que porte aujourd'hui l'accord obtenu avec les ministres de l'agriculture européens à Luxembourg il y a quelques jours. Et je crois pouvoir dire que le Parlement européen, avec lequel les négociations vont maintenant s'engager au titre du trilogue, partage cette vision d'une politique agricole commune nous permettant de regagner en souveraineté. La vision d'une politique, c'est aussi celle qui doit rester commune et qui doit faire de la solidarité un levier pour engager l'ensemble des agriculteurs du territoire européen, notamment dans la transition agroécologique. La vision d'une PAC plus verte, mais aussi plus juste, c'est celle-là qui est nécessaire. C'est celle-là qui permet de mieux prendre en compte les attentes et les spécificités des concitoyens et des territoires. Alors vous l'aurez compris, je suis convaincu que la souveraineté alimentaire se conçoit aussi au niveau européen, car l'Europe est notre maison commune dès qu'il s'agit de parler d'agriculture et d'agroalimentaire. Mais, je le crois, il nous faut éviter deux écueils. Le premier serait de s'isoler du reste du monde, et je tiens à le dire, ce n'est pas du tout ce en quoi nous croyons. Le second écueil serait de se couper des dynamiques des territoires qui, elles aussi, sont incroyablement importantes. Au niveau mondial, la crise de la Covid-19 a révélé que les stratégies de repli sur soi et de fermeture ne sont pas tenables. La souveraineté, ce n'est évidemment pas l'autarcie, ce n'est évidemment pas le repli sur soi. Les échanges commerciaux produisent à la fois plus de souveraineté, car il faut avoir une agriculture qui exporte pour avoir une agriculture forte et souveraine. Mais ces échanges, ils ont aussi un rôle essentiel dans la sécurité alimentaire de l'ensemble des pays à travers le monde. Ils contribuent aussi aux grands équilibres alimentaires que nous avons su construire depuis plusieurs décennies maintenant. Ensuite, ces échanges, ils sont évidemment une source de revenus indispensable pour de nombreux exploitants agricoles et territoires en France comme dans beaucoup de pays européens. Mais l'ensemble de ces échanges, ils doivent obéir à des conditions de concurrence équitable, c'est-à-dire des conditions de loyauté sur les marchés. C'est cela qui est le garant de cette solidarité. C'est cela qui est le ciment, notamment en Europe, du marché commun. Et à ce titre, je me félicite que la dernière politique agricole commune, dont nous venons de conclure le cadre politique, recommande, mais aussi impose, oblige à l'ensemble des États membres d'avoir dorénavant les mêmes normes environnementales. C'était une ligne rouge pour le gouvernement, une ligne rouge pour le ministre que je suis. S'agissant maintenant des territoires, c'est bien là, au final, que tout se passe à la fin. Rien ne peut se faire sans partir des dynamiques mises en place sur les territoires, sans se référer au dialogue avec l'ensemble des parties prenantes qui sont les acteurs des territoires. Ce que je dis là vaut pour l'ensemble de l'économie, mais ça l'est peut-être encore davantage pour l'agriculture et l'agroalimentaire. Travailler avec les territoires, cela passe d'abord, pour nos secteurs, par la préservation de la capacité à produire des terres agricoles. Cela nécessite notamment de préserver les sols. Et à cet égard, je voudrais saluer l'initiative 4 pour 1000 que beaucoup d'entre vous soutiennent et qui agit dans et vers cet objectif. Travailler avec les territoires, cela nécessite également de garantir un accès au foncier pour les exploitants agricoles. Nous savons qu'il s'agit là d'un défi incroyablement important.
Il nous faut continuer à protéger les territoires agricoles et à préserver la capacité des agriculteurs à produire. Travailler avec les territoires, c'est aussi préserver notre capacité à produire aujourd'hui et demain, c'est-à-dire à renforcer la durabilité et la résilience des systèmes agricoles et alimentaires pour répondre aux défis, qu'ils soient du changement climatique, des aléas liés à ce changement climatique, ou encore que ce soit pour répondre aux défis de la transition agroécologique. Travailler avec les territoires, c'est au final permettre aux agriculteurs d'y vivre décemment, c'est-à-dire de dégager un revenu de leur activité. C'est évidemment la colonne vertébrale de l'activité économique dans l'ensemble de ces zones qui produisent ces aliments agricoles et agroalimentaires. C'est une question cruciale, c'est la question du partage de la valeur ajoutée tout au long de la chaîne agroalimentaire. Et c'est l'enjeu des EGA, de la loi Egalim, mais aussi des dispositions de la nouvelle politique agricole commune qui va nous permettre d'accompagner la structuration des filières. Travailler avec les territoires, c'est enfin traiter la question de la création de valeur. Vous savez, les signes officiels de qualité, les indications géographiques, tout ce qui permet de mettre en valeur l'ancrage de nos productions au territoire, qui permettent de renforcer les liens entre les consommateurs, les agriculteurs et leur territoire. Et tout ce qui favorise au final les circuits courts, les circuits de proximité. Travailler avec les territoires, c'est enfin renforcer la solidarité entre les territoires, notamment entre les territoires ruraux et les territoires plus urbains, entre des populations qui sont au final totalement interdépendantes, mais qui parfois ont du mal à se comprendre. Et cette crise, la crise que nous vivons, c'est aussi une opportunité pour rappeler la noblesse du métier d'agriculteur, la noblesse de toute cette action faite par ces femmes et ces hommes qui se lèvent tôt le matin, qui se couchent tard le soir et qui produisent l'ensemble de ces denrées alimentaires ô combien nécessaires pour toutes nos populations. Le rôle premier de ce secteur agroalimentaire, c'est d'ailleurs de veiller à la bonne santé de nos concitoyens. Comme le disait Hippocrate, le premier des médicaments, c'est l'alimentation. Et c'est tout le sens de cette agriculture, de cette alimentation saine, durable et locale que nous promouvons. Alors, à ce titre, je tiens à saluer toutes les actions qui sont entreprises partout sur les territoires et qui sont dénommés les projets alimentaires territoriaux. Ces projets alimentaires territoriaux, ils sont formidablement importants parce qu'ils permettent de structurer localement l'ensemble de la chaîne alimentaire jusqu'à leur point de distribution, que ce soit la restauration collective, comme par exemple les cantines, ou que ce soit la restauration individuelle. C'est évidemment une dimension économique, mais aussi environnementale et enfin sociale. Et c'est un axe fort de notre politique nationale de l'alimentation. C'est pourquoi, dans le dernier budget qui a été voté il y a juste quelques jours, j'ai décidé de considérablement augmenter les moyens alloués à ces projets d'alimentation territoriale. Nous passerons de 6 millions d'euros déboursés entre 2016 et 2020 à 80 millions d'euros à débourser entre 2021 et 2023. Vous le voyez, l'effort est significatif, il est nécessaire. Donc oui, cette session à laquelle vous participez, elle est au cœur des enjeux et de l'action que ce ministère doit mener en faveur d'une alimentation saine et durable. Oui, la situation actuelle nous conduit à réaffirmer notre volonté de plus de souveraineté alimentaire et à remettre en haut de l'agenda politique les questions de sécurité et d'approvisionnement alimentaire. Rien n'est jamais acquis, ne l'oublions pas. Tout se construit et tout doit se construire sur la durée. Oui, la situation actuelle, elle nous oblige également à repenser parfois même notre approche à certains territoires, à toute cette valeur ajoutée créée par nos agricultures sur l'ensemble de ces territoires qui doit être reconnue comme telle et rémunérée à sa juste valeur. Le débat de ce jour, ce cycle de conférences vont, j'en suis persuadé, nourrir ces thèmes et renforcer ces convictions. Alors, je vous souhaite un débat fructueux, un débat riche, un débat plein de visions et plein de propositions. Et je vous assure que je regarderai avec grande précision l'ensemble des propositions que vous pourrez faire. Bon travail et à très bientôt. Je vous remercie.
Dominique, ton micro n'est pas activé. Pardon. Oui, je remercie le ministre Julien Denormandie pour la hauteur de l'intervention qu'il vient de faire et qui nous projette dans le débat dans les territoires à la bonne hauteur. Je voudrais peut-être en cet instant et au moment d'ouvrir nos débats avoir deux pensées. La première, elle sera pour ces millions de personnes pour qui la pandémie a généré un accroissement de la malnutrition, de la faim. Ce sont souvent des paysans qui en sont les premières victimes. C'est moins le manque de production agricole que la pauvreté qui est la cause de ces famines qui aujourd'hui ressurgissent dans le monde après quelques années où on avait progressé. Ils doivent être au cœur de nos pensées, là où on pensera souveraineté, sécurité alimentaire dans nos territoires. Et puis, après cette prise en compte, cette prise de conscience, avoir peut-être cette lueur qui se lève de lumière, qui se lève peut-être à l'ouest en ce moment même, peut-être la capacité avec les États-Unis de repenser avec l'Occident, un multilatéralisme qui fait terriblement défaut aujourd'hui pour réguler les marchés alimentaires et les penser en des termes nouveaux, où l'Europe retrouve des interlocuteurs pour penser cet autre défi qui est celui de la lutte contre le changement climatique, qui est celui de nourrir, encore une fois, 10 milliards d'êtres humains en 2050, c'est-à-dire demain, dans 3 décennies. J'aurais juste avant de lancer, donner la parole à chacun des débatteurs et intervenants, avoir deux pensées, peut-être encore pour s'inspirer de la pensée de deux personnes qui sont très ancrées dans l'Est de la France. Je pense à cet instant à Fernand Braudel, qui disait qu'une économie, et je pense bien sûr à Neufchâteau, à ce secteur-là, et Fernand Braudel, qui est originaire de là-bas, disait qu'une économie résiliente avait un pied dans un écosystème local, très dense et très solidaire, et un pied dans l'économie monde. Est-ce que nous pouvons penser l'agriculture en ces termes-là aujourd'hui ? Et puis, j'ai évidemment une pensée pour Edgar Pisani, longtemps sénateur de Haute-Marne, et qui a gardé la mémoire de ce grand homme qui habite tous les responsables agricoles, je crois, l'exemple même d'un homme d'État. Et Pisani disait dans sa deuxième période que pour nourrir le monde, nous aurions besoin de tous les paysans, de toutes les agricultures et de toutes les terres du monde. Nous aurons besoin des terres de la Sarre, de la terre du Grand Est, de toutes les terres de France. Et c'est bien ce récit que nous allons porter aujourd'hui. Comment les territoires, en lien avec leur nation, en lien avec l'Europe, peuvent contribuer à une sécurité alimentaire collective. Quelles sont les conditions d'une relève générationnelle, d'un partage de la terre, d'un dialogue au sein de ces territoires et avec les filières entre l'agro-industrie, la transformation et la production, et bien sûr les habitants et la relocalisation d'une partie de la consommation. Et puis, comment est-ce que nous pouvons faire face ensemble à l'enjeu des grandes autonomies alimentaires comme celle qui est voulue par le ministre et qui est perçue dans la PAC à venir autour de la question des protéines, qui sont notre principale dépendance, dont parlait le ministre à l'instant. Nous sommes aujourd'hui, pour l'alimentation animale et pour l'alimentation humaine, dépendants d'importations qui sont un handicap pour nos cycles de fertilité dans nos propres terres de Lorraine, d'Alsace, Champardonnaise et nos terres de France en général. Voici un petit peu pour introduire le débat. Je propose que nous commencions par que chacun apporte une contribution en 5 minutes à ce débat sur l'enjeu des territoires dans la souveraineté et la sécurité alimentaire. Je propose que nous démarrions par le président de la région Grand Est avec Jean Rotner et que nous puissions enchaîner avec Laurent Thaïs, Sébastien Winsor, et nous terminerons avec notre collègue de Novetic qui nous aura certainement rejoint d'ici là. Je propose tout d'abord au président de la région Grand Est, cher Jean, d'ouvrir les débats par votre contribution. Merci Jean. Merci Dominique, bonjour à toutes et tous. J'ai bien écouté notre ministre, j'ai beaucoup d'amitié d'ailleurs pour lui, mais je vais compléter sa phrase qu'on a beaucoup entendue, travailler avec les territoires. Travailler avec les territoires, je crois que c'est leur faire confiance. Travailler avec les territoires, c'est accepter aujourd'hui que les territoires soient différents et que ce qui se passe dans le Grand Est, c'est pas ce qui se passe en Bretagne ou pas ce qui se passe dans le sud de la France, donc est en capacité véritablement d'avoir cette différenciation.
Travailler avec les territoires, c'est accepter aussi que des politiques européennes leur soient adressées directement sans qu'ils soient passés par le filtre de l'État. Travailler avec les territoires, c'est simplement, à un moment donné, être en capacité de les écouter, d'être agile, d'être souple, et que l'État agisse vraiment dans cette confiance en se disant que compter sur les territoires, il n'y a rien à perdre, bien au contraire, il y a à gagner, et nous, les territoires, nous devons apporter un certain nombre de solutions. Et je crois qu'en tout cas, c'est ce qui nous amène cet après-midi à pouvoir nous retrouver, à pouvoir envisager autour de Planète A, cet espace d'échange et de dialogue, un certain nombre d'opportunités, d'arriver à les créer ensemble, d'arriver à les concevoir ensemble, d'être finalement une solution à la transformation de ce monde qui aujourd'hui bouge, nous interroge, un monde fait de fragilité, de fractures, un monde qui est fait de doutes. Et la crise que nous traversons, Dominique, tu le rappelais, nécessite aujourd'hui plus que jamais de savoir être en rupture, de se mobiliser et de repenser l'action à l'échelle régionale, en tout cas. C'est ce qui m'habite et c'est ce qui, depuis le mois de mars, nous impose finalement de faire. Et j'aimerais cet après-midi peut-être vous apporter le témoignage de cette collectivité régionale qui se remet en cause à la lueur justement de cette actualité, qui se remet en cause compte tenu des conditions qui ne sont pas simplement celles de notre région, celles de notre pays, mais celles du monde entier, et qui nécessitent aujourd'hui que nous changions peut-être un certain nombre de paradigmes. Il me semble important d'apporter des réponses parce qu'il faut maintenir de la vie dans nos territoires ruraux. C'est pas simplement penser aux agriculteurs parce que ça nous fait plaisir, c'est maintenir de la vie, maintenir une organisation qui ne dépend pas forcément des grandes métropoles, qui ne dépend pas seulement de l'Europe, mais d'un territoire en lui-même. Comment est-ce qu'il est autosuffisant? Tu parlais, Dominique, des protéines et de cette dépendance que nous avons, mais chaque territoire est forcément dépendant de ce qui l'entoure. Et comment est-ce que, à l'échelle régionale, à chacun de nos territoires, nous arrivons finalement à dégager une forme de nouvelle souveraineté économique et naturellement, l'agriculture en fait pleinement partie. Je regrette d'ailleurs que Julien n'ait pas prononcé un mot qui est important, particulièrement chez nous, c'est le terme de bioéconomie. Pas une seule fois, il ne l'a employé. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est dans les stratégies économiques à l'échelle de la région, de notre pays et de l'Europe, quelque chose d'absolument essentiel. Nous avons essayé, vous le savez peut-être pour ceux qui habitent la région Grand Est, nous avons essayé d'embarquer tous les territoires, tous les acteurs finalement de notre région dans une logique transformante euh, qui se traduit dans ce qu'on appelle le Business Act Grand Est, c'est-à-dire c'est finalement ce plan de relance qui nous est propre, qui en pleine période de confinement au mois d'avril-mai réunit 800 acteurs qui, Roland animait d'ailleurs un de ces groupes, réunit 800 acteurs socioprofessionnels pour se dire quels sont les éléments essentiels de la transformation du Grand Est qu'il faut porter dès à présent. Et ces réformes, cette transformation s'engage petit à petit. Il y a 3 défis. Ils ne sont pas complètement inconnus, ils ne sont pas complètement novateurs, mais il s'agit simplement de les relire, de les revisiter et d'être en rupture à l'intérieur justement de ces 3 défis. C'est le défi écologique naturellement, c'est le défi numérique et pour notre région, c'est le défi industriel. Et je placerai à la fois la santé dans une filière industrielle, comme aujourd'hui l'agriculture fait partie aussi d'une filière que je veux industrielle dans sa réflexion, dans sa modernisation, dans la formation qu'elle impose, dans le rapport aux autres et au monde qui l'entoure. Je crois qu'elle doit tirer profit là aussi des leçons que l'industrie a pu largement nous apporter. Alors, nous sommes résolument engagés dans un accompagnement de la relocalisation des activités stratégiques, et l'agriculture en fait partie, dans une logique de souveraineté économique, énergétique et alimentaire. Et là aussi, nous transformons petit à petit, nous tournons le navire doucement vers un autre cap. Et la bioéconomie, vous le savez, est un des 2 piliers de la stratégie régionale du développement économique depuis 2017. Nous l'avons précisé dans une stratégie signée et revisitée
en 2019 et nous le réaffirmons cette année dans le cadre du Business Act pour défendre finalement un développement économique beaucoup plus durable, local et circulaire. C'est quelque chose qui nous semble essentiel. Nous avons une ambition, et l'agriculture est pleinement engagée là-dedans, c'est devenir une région à bas carbone et à énergie positive d'ici 2050. Et dans toutes ces stratégies, finalement, l'agriculture est clairement identifiée comme un levier pour réussir à atteindre les objectifs que nous nous fixons, que ce soit en termes de production de biomasse, que ce soit en termes de captation de CO2, en termes de sécurisation de circuits alimentaires, de l'alimentation animale, avec un schéma régional de biomasse actuellement en phase de consultation publique, qui permettent de s'assurer justement de la disponibilité, de la planification et de l'utilisation des biomasses disponibles pour éviter les conflits d'usage qui apparaissent assez rapidement dans ce cadre-là. Parmi les actions les plus emblématiques, et je finis Dominique pour céder la parole à mes condisciples, quelques engagements assez forts. Je crois des contrats de filière qui aujourd'hui s'intègrent dans le développement durable des biocarburants, de la méthanisation, des biomatériaux, le déploiement de plateformes locales pour promouvoir les producteurs locaux, la démarche zéro herbicide dans la viticulture d'ici 2025, voulue par les viticulteurs eux-mêmes sur tous les vignobles de la région, et Dieu sait qu'ils sont nombreux, et on voit là que c'est très facile de le déclarer, c'est très compliqué à mettre en œuvre, parce qu'on parle de la formation professionnelle, on parle de village vitrine, on parle de ces jeunes qu'il faut former aujourd'hui, parce que demain, ce seront les mécaniciens d'une industrie qui permettra de faire du désherbage mécanique dans nos vignobles. Tout cela se construit petit à petit, mais doit être extrêmement rapide. 2025, c'est demain. Nous devons aider naturellement à la digitalisation de nos exploitations, digitalisation de la vente directe et expérimenter l'organisation de ce que l'on appelle le THD de l'alimentation. On a développé le très haut débit, vous le savez, à l'échelle de notre territoire. En quelques années, nous souhaitons qu'en termes d'alimentation et de restauration hors domicile et d'alimentation locale, nous puissions être là aussi sur cette même démarche collective qui engage de la commune à la région, en passant par l'intercommunalité et le département, l'ensemble des collectivités, dans une logique d'économie de proximité et de restauration qui s'adresse à l'ensemble de notre population. Ça va en lien aussi avec le rôle que les collectivités vont devoir jouer, je pense, de plus en plus dans la notion de santé, de bien-être, de bien vivre sur nos territoires. Merci beaucoup, Jean, pour ce plaidoyer de l'action d'une région pour son agriculture, avec son agriculture, dans sa diversité sur le Grand Est. Nous allons tout de suite passer de l'autre côté de la frontière, mais faire juste un petit pas de côté, un pas fraternel en tout cas vers la Sarre. On retrouve Roland Thaïs, et qui est secrétaire d'État aux affaires européennes et judiciaires et président du Land de la Sarre. On vous écoute pour quelques minutes, cher Roland, pour nous dire quel est le point de vue outre-Rhin et comment est-ce que vous-même vous contribuez à cet enracinement des solutions agricoles dans le territoire de la Sarre. Merci. Oui, merci monsieur le député, cher monsieur Potier, merci monsieur le président, cher Jean, monsieur Windsor. C'est un grand plaisir pour moi d'être invité et d'avoir la possibilité de contribuer à ce panel dans un domaine dont je ne suis pas vraiment expert, mais qui, dans le cadre de notre coopération transfrontalière avec la région Grand Est, dans le cadre de la grande région avec nos voisins, joue un rôle de plus en plus important dans sa dimension économique, stratégique, vous en avez parlé, mais aussi dans sa dimension écologique. Et donc, ravi d'avoir été invité. Et si jamais il y a des questions que je ne peux pas répondre, je peux vous mettre en contact avec les vrais experts sarrois. Je veux commencer en quelques chiffres en vous décrivant l'agriculture allemande et sarroise, puis passer pour vous décrire les priorités de la Sarre, dans le cadre de la politique agricole allemande, dont les grandes orientations correspondent aussi avec celles de la présidence allemande de l'Union européenne en ce domaine. Et donc, voilà. L'agriculture allemande, en quelques chiffres, l'agriculture en Allemagne, c'est la moitié de la superficie de l'Allemagne, c'est 1 million de personnes qui produisent des biens d'une valeur de plus de 50 milliards d'euros par an.
Et alors qu'après la Seconde Guerre mondiale, un agriculteur nourrissait 10 Allemands, aujourd'hui, un agriculteur allemand est capable à nourrir 142 personnes lui seul. La production allemande est considérable, bien sûr, si on parle du lait, des céréales, de la viande, notamment le porc, alors qu'on a moins de fruits, vous le savez, moins de légumes, sauf bien sûr les pommes de terre. Plus de 10% déjà aujourd'hui, au niveau national, sont des exploitations agricoles qui ont adopté l'agriculture biologique. Et quant aux boissons, vous avez peut-être déjà goûté quelques-uns. Quand on parle du vin, c'est 1 milliard d'euros de la valeur commerciale, correspondant à celle de l'Espagne. J'étais moi-même surpris. Et quand on parle de la bière, vous le savez peut-être, la région de culture du houblon en Allemagne, le Hallertau, représente un tiers de la production mondiale. Donc l'Allemagne est le 4e producteur de bière mondiale et je n'ai pas mentionné la consommation. Donc, vous savez, l'Allemagne est très hétérogène. C'est un pays fédéral et c'est aussi vrai pour notre agriculture. Dans le sud, sont plutôt les petites exploitations familiales, alors que historiquement, dans l'est du pays, sont les grandes exploitations tournées vers de grandes cultures de blé, par exemple. Et dans le nord-ouest, sont les régions qui sont les régions d'élevage intensif, notamment le porc, le lait. C'est là où, au cours des dernières années, les productions animales se sont fortement développées en production, en particulier la production de viande porcine, avec un plus de 44% entre 1996 et 2016. L'Allemagne, en chiffre de 2017, est le 3e importateur, mais aussi le 3e exportateur mondial des produits agroalimentaires, avec un solde commercial négatif de 12 milliards d'euros. La Sarre, vous le savez, c'est une région assez petite, je dirais, mais nous aussi, nous avons vécu un changement structurel comme partout en Europe, alors que en 1960, on avait encore 26 000 exploitations agricoles. Aujourd'hui, nous en avons encore un peu plus d'1 000 et dont 400 dont les recettes familiales sont issues pleinement de l'agriculture. Et la production principale chez nous, c'est bien les prairies sont utilisées par le bétail, les chevaux et les petits ruminants. Particularité sarroise, dont on est un peu fier, c'est le fait qu'avec 20% de notre surface agricole utilisée par l'agriculture biologique, la Sarre est le premier en valeur relative des Länder allemands et notre objectif est de faire grandir ce chiffre à 25% jusqu'en 2025. L'administration allemande est fédérale, vous le savez, et c'est aussi vrai pour l'agriculture et pour son financement. L'administration de l'agriculture en Allemagne elle est assurée par les Länder. Chaque land constitue un organisme payeur pour administrer les fonds européens vis-à-vis de l'Union européenne. C'est bien sûr le niveau national, le niveau fédéral, qui est une sorte de contact unique pour les instances européennes, mais ce sont les Länder qui sont responsables pour la gestion et le contrôle de ces fonds européens. Et les Länder, entre eux, ils se coordonnent, ils coordonnent leur politique via la conférence des ministres de l'agriculture des Länder allemands, qui a une présidence tournante annuellement. Pourquoi je dis ça? Parce que la Sarre, aujourd'hui, en 2020, nous sommes, bien, le ministre des Affaires environnementales et le président de cette conférence qui coordonne un peu la politique agricole des Länder en Allemagne. Et c'est pourquoi, si je décris les priorités sarroises en cette matière, c'est aussi un peu les priorités des autres Länder coordonnées avec nous. Et ça s'inscrit, vous allez le savoir, dans le cadre ou bien dans les orientations majeures de la présidence allemande de l'Union européenne, qui est, et c'est un peu la même chose que
ce que Jean vient de décrire pour la région Grand Est. D'abord, la sécurité alimentaire et des chaînes de production et d'approvisionnement régionales, dont l'importance, bien sûr, a été soulignée par la pandémie. Et notre objectif aussi en SAR, c'est alors de les renforcer. En ce qui concerne l'avenir de la politique agricole commune, la position sarroise et la position allemande, et on a vu le résultat un peu la semaine dernière, c'est que la PAC devrait avant tout contribuer à renforcer les impacts environnementaux et climatiques, ainsi que l'orientation ciblée des paiements directs, notamment pour l'agriculture biologique. Troisième priorité pour nous, c'est le soutien de la stratégie Farm to Fork, de la ferme à la table, de la Commission européenne qui prévoit des exigences supplémentaires pour l'agriculture dans le cadre du Green Deal. Quatrième priorité, les questions de bien-être animal et d'équitage des aliments. L'objectif est de créer des bases et de l'introduction d'un label de bien-être animal à l'échelle européenne. En outre, il faudrait donner une impulsion au développement d'un étiquetage nutritionnel uniforme et étendu à l'ensemble de l'Union européenne. Et enfin, une stratégie, ou bien la stratégie forestière de l'Union européenne après 2020 qui a pour objectif que les forêts et la sylviculture apportent de bonnes réponses pour un pilier économique supplémentaire et en parallèle qui sont les meilleurs garants de qualité de vie, de durabilité, d'emploi et de valeur ajoutée, ce qui est surtout vrai dans notre région frontalière avec beaucoup de forêts. Pour la SAR, il y a donc une dimension européenne, il y a une dimension fédérale et régionale, mais il y a aussi une dimension transfrontalière de la politique agricole dans le cadre de notre coopération avec nos voisins de la grande région, donc avec la région Grand Est, le Luxembourg et la Wallonie. Au niveau de la grande région, Jean connaît toutes les institutions qui y travaillent. La SAR préside un groupe de travail sur l'agriculture et la sylviculture. Il traite des questions transfrontalières, il analyse, il compare la mise en œuvre de la politique agricole commune de l'Union européenne dans les régions membres de la grande région. Ce groupe de travail s'est également fixé pour objectif d'intensifier les échanges dans le domaine de la lutte contre les maladies animales. Un exemple très actuel dans notre grande région, la peste porcine africaine. Et tous ces sujets, on ne les traite pas depuis aujourd'hui, mais depuis longtemps, sont traités sur la base de la charte pour l'agriculture dans la grande région, signée en 2016, et de la charte pour les forêts de la grande région, signée en 2018, dont les points essentiels sont l'échange des informations réglementaires sur les procédures administratives concernant les agriculteurs transfrontaliers, en ce qui concerne la vente des animaux, le dégât aux cultures agricoles, par exemple par le gibier, etc. Deuxième objectif, se concerter sur la mise en œuvre de la PAC et sur la mise en œuvre des directives européennes en ce qui concerne les nitrates, les pesticides, l'eau. Donc, quelles sont les bonnes pratiques en tel ou tel endroit dans la grande région et appuyer des activités génératrices d'emplois et de valeur ajoutée par la promotion des produits agricoles avec une garantie de qualité, avec un label. C'est en outre une piste du groupe de travail transfrontalier, Jean en a déjà parlé, du Business Act. Et ensuite, échange de bonnes pratiques sur la gestion durable des forêts. Vous voyez alors, pour finir avec mon introduction, cette dimension régionale pour la SAR, cette dimension transfrontalière, elle nous est importante. Et ce n'est pas seulement à cause de sa dimension économique, mais l'agriculture, la bonne nourriture, je dirais aussi la convivialité autour d'une table avec des produits de chez nous, donc de notre région transfrontalière, c'est aussi une partie importante pour nous tous, je pense, français et allemands, de notre identité que nous partageons dans notre région. Et donc, merci pour votre attention et je suis ravi de débattre avec vous. Merci.
Merci beaucoup, Président. Et je note avec l'exposé précédent de Jean Rotner beaucoup de communs. Il y a des identités régionales, mais il y a beaucoup de communs, de défis communs auxquels chacune des deux régions tente de faire face avec des politiques publiques que vous venez de décrire les uns et l'un et l'autre avec beaucoup de force. Je propose que nous écoutions Sébastien Windsor. Il représente les chambres consulaires, la chambre d'agriculture à l'échelle nationale. Sébastien, vous êtes aujourd'hui à un moment, vous avez redéfini le projet des chambres, et dans ce projet des chambres d'agriculture, l'ancrage territorial, la réconciliation avec les territoires et l'enracinement dans les territoires fait partie des grandes lignes de force que vous déployez. Nous vous écoutons pour quelques minutes avec beaucoup d'attention. Et d'ailleurs, merci Dominique. D'ailleurs, nous avons fait le choix de nous appeler maintenant agriculture et territoire. Donc, on a y compris inclus ce mot territoire dans nos logos. Alors, comme j'ai une formation d'ingénieur, en plus, bonne formation d'ingénieur, puisque j'ai été formé dans le Grand Est à Nancy, je vais commencer par essayer de donner quelques chiffres pour un peu regarder cet aspect de souveraineté. Alors, si on regarde la France de façon très macroéconomique, en fait, la balance commerciale agricole, elle est plutôt excédentaire. Donc, on pourrait avoir l'impression que, quelque part, on n'a pas de problème de souveraineté. Plus on descend, plus l'image est un peu différente. D'abord, si on commence à regarder les écarts entre productions, en fait, notre balance économique, elle est plutôt excédentaire parce qu'on vend du vin, mais il y a un certain nombre de productions sur lesquelles on est très déficitaire. Alors, celle qu'on connaît le plus, c'est les fruits. 46% de nos produits sont importés. Les légumes, 15% d'importation. Et puis, ce qu'on connaît peut-être un peu moins, ou du moins le grand public connaît moins, c'est les protéines végétales, où on est quasiment à devoir importer aujourd'hui 50% de nos protéines végétales, et encore, on est plutôt mieux que la moyenne européenne. Et puis alors après, si on descend et qu'on dézoome encore un peu et qu'on descend à l'échelle des régions, alors là, le schéma, il est totalement différent. Si je prends la région Grand Est, par exemple, alors la région Grand Est, elle est excédentaire de 30% sur la production de lait, 15% sur la production de bœuf, mais elle ne produit que 25% de ses besoins en viande de porc, 30% en volaille et 13% de ses besoins en fruits. Donc on voit bien que plus on dézoome, moins cette notion d'autonomie alimentaire à l'échelle des territoires, elle est existante. Et c'est un peu le cas partout en France, parce que c'est le fruit d'une histoire, c'est le fruit de ces dernières années, où on a cherché à avoir une agriculture qui gagne en compétitivité, où on s'est appuyé sur une logistique très performante, et où pour gagner en compétitivité, on a cherché à spécialiser nos régions en termes de production, à spécialiser des zones en termes de production, et qui nous a amené à ne plus avoir cette capacité à avoir une forme de souveraineté à l'échelle de territoire. Alors, l'avantage de cette crise qu'on a vécue, il faut bien lui trouver quelques éléments positifs, c'est qu'elle a remis en avant cette notion de souveraineté alimentaire. Et on a vu pendant la crise des mouvements assez incroyables chez ce qu'on appelle les drives fermiers, puisqu'on a, au travers de la marque Bienvenue à la ferme, des drives pour vendre des produits chez les agriculteurs. On a vu le chiffre d'affaires augmenter de 400% pendant cette crise. On a vu les ventes des producteurs en circuit court augmenter de 200%. Alors, c'était lié à la crise, mais il n'empêche qu'on n'est pas revenu complètement en arrière. On a plutôt gagné 15, 20, 30%, même dans un certain nombre de cas sur les volumes. Il y a eu une prise de conscience que l'agriculture, c'est aussi un sujet d'alimentation. C'est pas un sujet que d'aménagement du territoire. Et on a recréé ce lien avec l'alimentation. Alors, une fois qu'on a fait ce constat, qu'est-ce qu'on peut essayer de faire pour changer un peu les choses? Je pense que le premier point, c'est de travailler sur, quelque part, une forme de pacte à recréer entre l'agriculture et la société, et quelque part sur une forme de consentement à payer par nos concitoyens pour sortir de cette problématique du prix toujours inférieur et pour arriver vers cette relocalisation. Et pour ça, on a besoin probablement de faire bouger les politiques publiques pour que les politiques publiques, elles ne compensent pas des manques à gagner, mais qu'elles cherchent justement à recréer ce consentement à payer. Je vais citer 2-3 exemples dans la politique européenne. L'étiquetage. Quand on vend du poulet en grande distribution, je vous défie de trouver autre chose que du poulet français. C'est devenu très difficile. À l'inverse, quand vous êtes en restauration hors domicile, dans 70% des cas, vous mangez du poulet qui est du poulet d'importation, majoritairement polonais. Pourquoi? Juste simplement parce que on n'a pas l'affichage de la provenance. Et ça, si on ne fait pas bouger des règles pour afficher la provenance, je ne vois pas comment on pourra avoir cet acte un peu engagé de nos consommateurs. Et dans la période où on nous parle d'une politique de la fourche à la fourchette, régler ce problème de l'étiquetage me paraît important. De la même façon, on n'a pas le droit, et ça, Monsieur le Président de la Région, vous le savez parfaitement, dans les appels d'offres publics, de mettre un critère, ne serait-ce qu'un critère, pas tous les critères, ne serait-ce qu'un critère sur l'origine du produit
qui va se retrouver dans les assiettes. Et donc, si on veut retrouver cette notion de souveraineté, il faudra bien qu'on accepte de faire bouger les règles des appels d'offres publics pour que la commande publique elle puisse être exemplaire et avoir dans ses critères au moins un critère d'origine. De la même façon, il faudra travailler sur la cohérence par rapport aux importations. Si demain on interdit les œufs-cages en France et qu'on continue à importer des œufs-cages, peut-être que dans les supermarchés, là encore, parce que ça se voit sur l'affichage, nos concitoyens feront le choix d'acheter des œufs qui ne sont pas d'origine cage. Mais alors les industriels qui font de la brioche, je peux vous dire qu'eux se rueront sur les œufs cages importés. Donc, on a vraiment besoin de travailler cette acceptation par le consommateur à faire et à choisir ces produits. Et par exemple, on doit faire évoluer les mesures agro-environnementales et climatiques qui sont dans la PAC, qui compensent des pertes de revenus, vers des mesures qui vont, je pense, amener plus de transition avec des projets de territoire et pas des modèles prédéfinis, et des transitions qui, pour être un peu efficaces, je pense, doivent quand même plutôt être gérées à l'échelle de territoire, à l'échelle de région, ces mesures de transition, qu'à l'échelle nationale, où on va définir quelques grands modèles de transition et on ne sera pas très connecté à des projets de territoire. Le deuxième point qui est majeur, je pense, pour réussir ces éléments et pour réussir à recréer cette souveraineté et ce lien, c'est le besoin d'investissement qui est devant nous pour retransformer l'agriculture française et retransformer la société de consommation. Et là, je ne peux que saluer le plan de relance qui a été, dont a parlé le ministre, avec, il s'attaque bien au sujet des protéines avec un plan protéines qui est absolument majeur, avec de l'investissement qui sera nécessaire dans les filières pour faire de la recherche, retrouver des variétés et des espèces qui sont productrices de protéines en France, pour redévelopper les investissements industriels, pour relocaliser la production de protéines. Voilà, il a ouvert, et il en a largement parlé, le sujet des PAT en donnant de l'argent pour des projets alimentaires de territoire. Et là aussi, c'est un peu le nerf de la guerre. Si on veut relocaliser, remettre dans les cantines des produits locaux, il faudra se doter d'outils pour pouvoir éplucher des légumes. Il faudra recréer des points de vente. Donc vraiment, on a cet aspect majeur à redévelopper autour des projets alimentaires territoriaux. Et là aussi, je salue le financement qui pourra être amené sur ces projets-là. Et puis le dernier point, vous l'avez cité, Monsieur le Président de région, tout ça doit se faire quand même pas avec une image d'Épinal d'une agriculture d'autrefois, mais bien en acceptant la modernité, en acceptant, par exemple, que ces produits en circuit court, ils puissent être vendus avec des moyens modernes de commercialisation. Je pense que demain, qu'on puisse vendre sur des plateformes Amazon en utilisant leur performance logistique locale des produits en circuit court, ça me paraîtrait intéressant. Si on arrive à le faire avec une plateforme française ou européenne, ce serait encore mieux. Mais voilà, il faut accepter, il ne faut pas opposer modernisme et ça. Et puis, vous avez, Monsieur le Président, aussi beaucoup insisté sur un volet qui est la bioéconomie et qui, je pense, est un point absolument majeur pour, quelque part, retrouver cette territorialisation. Je pense que pour ça, il faut, pour recréer cette bioéconomie, le premier point, c'est d'aller recréer des projets multi-acteurs qui associent les collectivités, les industriels et l'agriculture. Pour faire ça, il faut faire des pilotes. Et il y en a plus en Grand Est que partout ailleurs. Je salue mon collègue Maximin Charpentier, qui est le président de la Chambre de Grand Est, et je sais qu'avec vous en région, il a lancé sur plein d'idées des projets innovants qui vont nous servir de laboratoire pour recréer cette bioéconomie. Le deuxième point, c'est que pour avancer sur ces projets-là, il faut aussi sortir du débat opposition alimentation et non alimentaire, parce que ça a toujours été l'histoire de l'agriculture de faire les deux. Dans la rotation de l'agriculteur, il ne fait pas le choix de mettre une culture alimentaire ou une culture non alimentaire. Il faut sortir de ce débat-là et accepter que c'est bien le mix des deux qui sera intéressant. C'est bien quand on arrivera à tirer une partie de la plante pour faire de l'alimentation et une partie pour faire autre chose qu'on aura avancé. Et puis le dernier point, pour terminer, c'est que pour réussir tout ça, une fois qu'on aura les pilotes, les projets, qu'on aura fait ces liens, il y aura quand même un sujet de financement qui est absolument majeur parce que c'est très consommateur de capital. Là, on a besoin de stabilité des politiques publiques. Ce qu'on a fait sur les biocarburants, où on a dit à un moment on veut 10%, puis on veut 7%, puis on veut 5%, puis on est revenu à 7%, sur des investissements de long terme, ça fait peur aux industriels. Ce qu'on est en train de faire sur le photovoltaïque ou la méthanisation en disant on va bouger les tarifs de rachat, si on fait ça, on n'aura pas de projet avec des visions à long terme. Le deuxième point, c'est qu'il faut qu'on se mobilise pour aller chercher des fonds verts. Aujourd'hui, il y a beaucoup dans les financements bancaires ou autres de fonds qui veulent aller chercher des projets verts. Je pense que l'agriculture, on a quelque chose à revendiquer. Si nous, on n'est pas porteur de ces projets verts, qui peut l'être? Si nous, on n'est pas l'acteur qui peut demain stocker du carbone et permettre de continuer à consommer du carbone dans le reste de nos déplacements,
eh ben, on n'aura pas joué le rôle qu'on doit jouer. On doit aller chercher ces financements verts pour financer ce type de projet. On doit aller les chercher, y compris pour qu'ils puissent avoir accès, ou que le monde agricole puisse y avoir accès. On essaye de le créer par tout un tas de moyens en ce moment au niveau des chambres d'agriculture. On travaille sur une chaire qui s'appelle Finagreen, etc., pour aller chercher ces financements. Et puis enfin, le dernier point, c'est qu'il faudra convaincre nos industriels de l'agroalimentaire qu'eux aussi ne doivent pas avoir peur de cette double production et qu'ils ne doivent pas voir la production non alimentaire comme quelque chose qui leur fera baisser leur chiffre d'affaires sur les productions alimentaires. Mais je pense qu'on est plutôt en bonne voie. Je suis très optimiste sur le sujet parce qu'il y a une prise de conscience des collectivités, parce qu'il y a un plan de relance colossal porté par l'État et qui s'attaque globalement à tous ces problèmes-là. Et du coup, voilà, je suis plutôt optimiste et nos agriculteurs sont engagés dans la voie. Merci pour ce tour d'horizon. On attend toujours, elle participera au débat quand elle pourra rentrer avec nous, notre collègue de Novétique. Je parle d'Anne-Catherine Husson-Traoré qui devrait nous rejoindre au fil du débat. Mais j'ai envie, avant d'ouvrir à des questions qui commencent à arriver sur le chat, à vous interroger. En fait, en vous écoutant tous les trois dans des points de vue plutôt convergents, on redécouvre la fonction du territoire à 3 niveaux. Et il me semble qu'on pourrait parler de boucles vertueuses. Vous voyez le territoire comme permettant des boucles vertueuses sur le plan d'une réconciliation entre la société et le monde paysan, dont la nourriture, les plans alimentaires territoriaux seront une des modalités de dialogue. La deuxième, c'est la création de valeur ajoutée autour d'une bioéconomie dont je vous demandais un peu d'expliciter ce qu'elle recouvre exactement, parce que c'est un concept qui est très utilisé et il faudrait que vous nous donniez un petit peu peut-être pour les participants à ce webinaire quel concept ça expliciter ce concept. Et puis la troisième boucle, c'est celle de la fertilité des sols et de la contribution à la survie de la planète. C'est la question de l'équilibre économie-écologie. Donc j'ai bien entendu vos propos, plutôt convergents, plutôt consensuels. Et si vous permettez, juste en précisant peut-être ce que vous entendez par bioéconomie, les uns et les autres, rapidement, répondre à la question suivante. Sébastien Windsor, vous dites il n'y a pas d'opposition entre la biomasse alimentaire et la biomasse énergie ou pour des substituts industriels, etc. Est-ce que néanmoins, est-ce qu'on n'est pas un peu dans l'obligation morale de mesurer tel est le cas et qu'on puisse le démontrer parce qu'il y a beaucoup de controverses sur ce sujet. Donc, comment est-ce qu'on peut le justifier? Non seulement notre intérêt propre sur le territoire, mais d'un point de vue plus large à l'échelle d'une nation, de l'Europe ou de la planète. Merci peut-être d'illustrer ce que vous entendez par bioéconomie, les uns les autres rapidement, et puis si vous le souhaitez, de rentrer dans cette question on n'oppose pas l'alimentaire et le non-alimentaire, encore faut-il le justifier. Merci, et on a le plaisir, alors pendant que vous répondez à cette question, Anne-Catherine, que nous avons le plaisir d'accueillir, s'installe, et je lui donnerai la parole Dominique, pour je suis redire les désolée. travaux de Novétique en la matière, avant d'ouvrir au premier questionnement qui arrive sur le chat. Comme vous voulez, Jean par exemple, Roland, Sébastien. Bioéconomie et territoire, et puis alimentaire, non alimentaire. Je démarre, allez-y. Hein, comme vous voulez, Jean. Jean, par exemple, ou Sébastien. Avec le son. C'est à moi de démarrer? Monsieur le Président, Monsieur Rottner, le son est coupé sur votre ordinateur. Voilà, j'arrive, pardon. Je suis trop discipliné, j'ai coupé mon micro, pardon. Entre l'alimentaire et le non-alimentaire, je crois que Sébastien a bien défini les choses. C'est vrai que c'est un débat éternel, moi qui m'étonne encore, mais ça répond, Dominique, à ta question sur la bioéconomie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais rentrer peut-être par un point que j'ai oublié peut-être de décrire tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle chez nous la réflexion autour de la troisième voie. Entre l'agriculture biologique et l'agriculture intensive, on est persuadé qu'il y a une voie différente à suivre, particulière, qui justement permet de s'appuyer sur non pas cette dualité, mais cette unité entre la production alimentaire et non alimentaire, entre les rotations, le choix des cultures,
le rôle des intrants. Aujourd'hui, la réflexion sur la ressource en eau, sur l'intelligence agricole aussi et des nouvelles technologies. Je pense que là, on peut être sur une agriculture de précision qui n'est pas une agriculture raisonnée comme on l'imaginait dans le temps, mais peut-être sur une nouvelle voie où les choix se font, s'articulent, et c'est ce que on a perdu provisoirement très provisoirement le président de la région. Je demande aux animateurs de se rapprocher de lui. Donc, à l'instant, Jean évoquait une troisième voie. Est-ce que Roland, c'est quelque chose qui vous parle? Et est-ce que vous utilisez dans la SAR le terme de bioéconomie pour parler des dynamiques territoriales? Ce n'est pas le terme technique que nous utilisons, mais j'avais évoqué la dimension considérable de l'agriculture biologique en Sarre, avec 20%. Et ce qui est dommage, c'est la raison pour… le résultat est bon, mais la raison pour ce bon développement est surtout que l'agriculture traditionnelle n'est plus compétitive. Donc, beaucoup d'agriculteurs qui changent leur façon de produire le font à cause, surtout à cause de raisons économiques. Le résultat est bon, mais la motivation, je pense, faut être un peu différente. Mais je veux ajouter une idée que je trouve importante, c'est l'idée que la proximité entre les consommateurs et les producteurs est une opportunité aussi pour l'agriculture, soit-elle biologique ou traditionnelle, parce que surtout en Allemagne, je pense que c'est un peu mieux en France, le fait que nous avons des prix très très bas pour les produits alimentaires a aussi eu un effet négatif sur la valeur que les gens n'ont pas, que la population ne mesure pas bien la valeur du travail de l'agriculteur. Je vais vous donner un exemple. Si vous allez chez Aldi chez nous, vous pouvez acheter 500 grammes de poulet pour 2,50 €. Ça ne représente pas la valeur de l'animal, ça ne représente pas la valeur du produit, du travail derrière tout ça. Et la proximité entre le consommateur et l'agriculteur, donc le producteur de ce produit, c'est une opportunité parce que si on connaît le travail, si on sait ce que c'est, si on sait que un animal a vécu, n'est pas né dans Aldi, hein, c'est mieux pour l'estimation de la valeur du produit, et comme ça, c'est mieux pour tous les agriculteurs qui vivent de ce travail. Deuxième élément que je trouve important, c'est la lutte contre le gaspillage alimentaire. Là aussi, la France est beaucoup plus avancée que nous en Allemagne, parce que ça représente aussi le fait que beaucoup de consommateurs n'attribuent pas la vraie valeur du travail et du produit alimentaire. Donc, je me permets, alors Jean évoquait une troisième voie entre la baie et ce qu'on a appelé à une époque l'agriculture raisonnée, faite d'agroécologie, d'agriculture de précision, d'un mixte de solutions. Vous évoquiez en rebond, Roland, l'attachement à valoriser les produits parce qu'ils sont tracés, parce qu'ils sont connus, parce qu'on sait d'où ils viennent. Ça rejoint la préoccupation de Sébastien tout à l'heure sur l'origine des produits et sur l'importance de l'étiquetage, de reconnaître l'identité des produits pour pouvoir leur apporter une valeur. Juste peut-être un dernier mot avant d'ouvrir aux questions des participants. Sébastien, nous évoquions ensemble la question de, je reviens là-dessus, alimentaire, non alimentaire. On veut bien que ça soit pas, pour que ça ne soit pas justement une mauvaise controverse, il faut peut-être, je pense, justifier qu'il y a de la place pour les deux et le faire non seulement pour nous, mais le faire à une échelle plus vaste. Et puis peut-être tester pour la PCA, ce que vous entendez par bioéconomie, ce que recouvre ce concept qui pourrait être valise si on n'y faisait pas attention. Je ne vais pas définir la bioéconomie parce que je pourrais y passer longtemps, mais on parle d'économie circulaire qui associe plusieurs acteurs du territoire et qui crée une valeur ajoutée
par l'échange entre ces acteurs des territoires est plutôt localisé sur un territoire. Sur ce sujet à un moment, l'équilibre alimentaire, non alimentaire, mais d'une manière générale, c'est le sujet de nos pratiques et de la valeur environnementale de nos pratiques et de l'impact environnemental de nos pratiques. C'est ce qui revient aussi derrière, puisque on a les notions de déforestation, etc., qui reviennent derrière ces enjeux d'équilibre. D'abord, je crois profondément à ce que portait le président Rotner, c'est-à-dire une troisième voie. Quand demain, on va faire 3 cultures en 2 ans, si on utilise une culture pour faire du non alimentaire, on n'aura pas forcément perdu sur les cultures alimentaires. C'est cette voie-là qu'il faut pousser. Et pour la pousser et pour innover, il ne faut pas commencer en mettant des barrières, il faut commencer en lâchant un peu les freins. Et après, l'État sait très bien réguler quand il faut. Parce qu'en général, ces systèmes-là, pour démarrer, ils ont besoin de subventions. Et à un moment, l'État sait très bien réguler avec des subventions. Je pense que le deuxième point qui est un peu majeur, c'est que, je l'ai dit tout à l'heure, pour arriver à porter tout ça, il faudra embarquer le consommateur. Et donc, on aura besoin de prouver cette valeur environnementale de nos produits vis-à-vis du consommateur. J'ai dit tout à l'heure, on veut aller chercher des fonds verts. On est en train de créer une façon de labelliser des projets d'agriculteurs. Et pour aller chercher ces fonds verts, de savoir prouver que ces projets vont améliorer la situation environnementale de l'agriculteur, y compris s'ils sont sur des projets en non alimentaire. De la même façon, les projets qui sont portés en Grand Est, si demain on veut développer du gaz vert pour déplacer des véhicules, on aura besoin de prouver que ce gaz vert, il est vraiment vert et qu'il n'est pas fait au détriment de l'environnement par une agriculture qui va supprimer les animaux, qui va supprimer les herbages et qui va voilà. Et donc je pense que quelque part, on a besoin d'amener de la preuve. On va le faire par de la blockchain, on va le faire par des éléments de labellisation, amener la preuve de ce qu'on fait pour embarquer le consommateur et donc lui faire comprendre que c'est aussi dans notre intérêt d'ailleurs. Quand on lui amène des produits verts, y compris en non alimentaire, il y a une forme d'équilibre derrière. Je ne suis pas pour une agriculture totalement débridée et sans ces enjeux environnementaux. Et donc, ce que je pousse, c'est de dire, ne commençons pas par mettre des freins, lâchons un peu les freins. Par contre, obligeons-nous un peu à prouver cet aspect vert pour aller chercher des financements et pour aller chercher de la valeur chez le consommateur. Et évidemment, mon rôle de modérateur à cet instant est très frustrant parce que j'aurais envie de rentrer dans la discussion sur le fond, mais le but, c'est bien de vous relancer et de vous pousser à exprimer le meilleur de vous-même. Jean a été un petit peu coupé tout à l'heure, peut-être vous voulez compléter, et puis je prendrai la première question qui arrive sur le chat. Oui, mais merci. Sur la définition exacte de la bioéconomie, je vois sur le chat qu'il y a des experts, Yvon Le Henaf, qui est patron du PolyAR, Jean-Marie Chauvet, qui donne la belle définition de la bioéconomie. Mais on va prendre 2 exemples tout bêtes. On fabrique du sucre chez nous. Et il y a des résidus inexploités dans la production du sucre, et avec ces restes, on fait du biocarburant, par exemple. On produit du colza pour faire des biodiesels. Et les tourteaux de colza sont utilisés là aussi pour l'alimentation animale. C'est ça la bioéconomie. La sylviculture aujourd'hui produit un certain nombre d'éléments qui permettent d'aller vers du carburant vert qui n'est pas la simple expression de la bioéconomie, mais qui aujourd'hui, les produits biosourcés rentrent pleinement dans les économies d'énergie et dans les matériaux de construction. Tout cela, c'est de la bioéconomie. C'est-à-dire qu'on n'oppose pas dans ce cadre-là la production alimentaire versus la non alimentaire. On exploite ce qu'il y a de meilleur dans chacune des productions. Et on tourne cela dans une vision industrielle où tout est utilisé, tout est dispatché, tout est valorisé. Et c'est là où, à un moment donné, le métier d'agriculteur redevient complètement passionnant parce qu'il est au centre, finalement, d'une chaîne de valeur et de création de valeur absolument passionnante. Et c'est là où on vient sur nos territoires de vie. Moi, il n'y a rien de plus plaisant que d'aller inaugurer une unité de méthanisation qui est conçue par une quinzaine d'agriculteurs qui, sur un périmètre de 15 km, réfléchissent ensemble au verdissement du gaz. C'est quelque chose d'absolument fondamental. C'est des projets là aussi cohérents, mais il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut que ce soit dans quelque chose qui vient se compléter, qui s'organise, qui se réfléchit, qui n'est pas indépendant de l'environnement dans lequel on se situe, mais qui vient le compléter, qui vient enrichir le territoire. Alors, au cœur de cette agriculture sur les territoires, il y a la gouvernance, et vous avez évoqué filière,
le monde paysan, les producteurs, et puis les collectivités territoriales. Et dans cette gouvernance, il nous faut des indicateurs, il nous faut une boussole. La haute valeur environnementale, qui va être mise en valeur, qui est quelque chose qui a été inventé pendant le Grenelle de l'environnement, qui était une sorte de graine dormante et qui a très très peu émergé, sauf dans le monde viticole et un tout petit peu dans le maraîchage, et aujourd'hui en train de devenir quelque chose dont s'emparent les filières. Moi, je suis très heureux d'avoir porté dans Egalim une connexion en fait entre les lois Grenelle et les lois, la loi d'avenir agricole, en disant que finalement HVE était le nom peut-être de cette troisième voie que vous décrivez sur les territoires. Donc une marque de territoire engagée vers l'agroécologie. Est-ce que finalement, pour une région, pour un territoire, avoir HVE avec peut-être une couleur locale n'est pas une manière de situer à la fois dans un contrat local et un contrat de marché qui vont émerger à l'échelle nationale et peut-être un jour à l'échelle européenne. Est-ce que HVE, pour peut-être juste une question au président de la Chambre, ça fait partie des perspectives que vous ouvrez aujourd'hui avec les limites d'une certification qui n'intègre pas le carbone, parce qu'on est dans les années 90 et même avant, on est au moment du Grenelle de l'environnement, on n'a pas intégré la question carbone comme on l'intègre aujourd'hui, on n'intègre pas la question de justice et de partage de la valeur, de commerce équitable. Est-ce que malgré ces défauts, ces normes-là ne doivent pas devenir un peu notre nouveau langage commun sur un territoire et au-delà? Alors, d'abord, on essaye de le porter, et d'ailleurs, on porte et HVE et le sujet carbone, parce qu'on a bien conscience peut-être de la complémentarité des deux. Donc, on a commencé à offrir des agriculteurs la capacité d'avoir des réflexions un peu stratégiques sur leur exploitation qui peuvent aboutir pour une forme de reconnaissance à du HVE ou de la valorisation de crédit carbone ou un label bas carbone. Donc oui, on est fortement engagé dessus. Encore une fois, ça peut pas être un sujet porté que par les chambres d'agriculture. Ça doit être un sujet qui doit être porté par les filières, pour aller chercher les agriculteurs, c'est que c'est soit générateur de valeur ajoutée. Je vais reprendre les propos de mon ministre que j'ai entendu dire ça il n'y a pas très longtemps. On ne va pas utiliser HVE pour jouer au mistigris et dire à un moment le consommateur il veut un produit plus vert, il demande à la grande distribution un produit plus vert, la grande distribution le demande à son fournisseur, le fournisseur le demande à l'agriculteur, mais au final l'agriculteur il fournit le produit plus vert, mais il n'est pas mieux payé, il a même encore parfois perdu un peu plus s'il a des nouvelles contraintes et pas de rémunération complémentaire. Donc, il faut vraiment utiliser ça et c'est l'enjeu de communiquer. Et je pense que les politiques publiques, elles doivent accompagner un volet de communication fort pour générer chez le consommateur une acceptabilité à payer ces sujets-là. Et donc, on doit le travailler. Nous, on peut faire la formation et l'accompagnement des agriculteurs. Il faut que l'État accompagne la création de valeur derrière par la sensibilisation du consommateur. Et il faut que les filières accompagnent la valorisation des produits. Et toute la difficulté, c'est de porter ça à trois ensemble et de pouvoir le porter avec des étapes progressives. Je ne veux pas rentrer dans des débats qu'on a déjà eus, Dominique, mais c'est extrêmement important de pouvoir y aller pas à pas parce que personne n'acceptera de payer du jour au lendemain le produit 20% plus cher et personne ne pourra, chez les agriculteurs, se générer 10 ou 15% de coûts supplémentaires sans avoir la valorisation. Donc, on est condamné à avancer main dans la main dans une forme de pacte et d'y aller pas à pas. Mais oui, je pense que quelque part, c'est ce qu'on essaye de faire en reterritorialisant et derrière cette territorialisation, de montrer quelle valeur on apporte. Et la valeur, elle est en particulier environnementale. Pas que, il y a aussi la notion d'emploi. Donc, il faut porter les deux derrière. Très bien. Merci. Je vais maintenant faire un petit peu un feu roulant de questions qui apparaissent sur le chat, avec plutôt sur la conversation que sous forme de questions, mais nous avons réussi à les repérer. La première est peut-être un rapport qui est sorti il y a 15 jours, qui me paraît extrêmement intéressant dans le questionnement, peut-être autant que dans les réponses, mais dans le questionnement qu'il suggère. On a un plan protéines qui est bien doté à l'échelle nationale. On a des perspectives de recouplage par la politique agricole commune. Donc oui, on a un horizon d'arrêter de faire de la déforestation importée, d'augmenter le temps des rotations et par là même de nous affranchir d'une partie de la phytopharmacie. On a l'occasion de retrouver des cycles de fertilité et une autonomie géostratégique qui sera pas, qui est peut-être une chance pour la France et l'Europe. Et le Grand Est, la SAR peuvent contribuer à cet effort-là. Ce que nous dit l'étude de l'IDRI, c'est qu'il nous faut penser pas seulement sur les grandes filières, que connaît bien Sébastien, des oléoprotéagineux,
Il nous faut penser également territoire, avec des circuits de production et de consommation en protéines végétales, notamment pour l'alimentation humaine. Il faut penser des cycles autour de la production d'alimentation animale. Ça suppose donc un dialogue de nos grandes filières coopératives ou privées avec les territoires, avec les bassins de production. Il nous faut profiter du plan protéines, somme toute, pour reconnecter l'agriculture, la culture et l'élevage. Et plusieurs intervenants nous disent finalement l'économie circulaire, elle a un nom, c'est la polyculture élevage. Donc comment le sauvetage des îlots de polyculture élevage et le plan protéines peuvent être des chances, une véritable chance pour cette reconnexion territoire, autonomie alimentaire et cycle de fertilité. Jean, Roland et puis Sébastien, comme vous voulez. Allez-y. Peut-être pour des réponses plus courtes, puisqu'il y a, encore une fois, il y a beaucoup de questions. Je vais faire une réponse très courte. Je crois très fort pour citer un exemple, la capacité, par exemple, à développer une filière soja français, soja non OGM, mais il ne se fera que s'il y a une contractualisation forte, qu'on valorise ce soja et cette protéine végétale française dans des filières animales de qualité, des poulets labels, du lait nourri sans OGM, et qu'on met tout ça en avant. Et là, on a des choses à recréer à l'échelle de territoire. C'est plutôt ce qui est en train de se faire autour de cette filière soja, en particulier en Grand Est. Alors parfois, en élargissant un peu, on va aller nourrir les vaches qui font du comté avec du soja produit en Grand Est. Mais c'est bien en affichant cette globalité ensemble et en créant une filière très globale qu'on va y arriver. Il y aura un sujet recherche pour redynamiser ça, argent public. Ah oui. J'y crois fortement. Ça prendra un peu de temps, mais il faut le faire avec cette vision absolument globale et pas se dire on va juste faire du soja pour concurrencer le soja américain. On va faire le pari, Sébastien, qu'on puis, trouve… si je peux compléter au-delà… Vas-y, Jean. Au-delà de ce que disait Sébastien, après, dans la filière, il y a des choses, si on parle d'élevage, on va parler, par exemple, d'une filière viande. La filière viande, chez nous, il faut qu'on travaille énormément sur les petits abattoirs de proximité, sur leur survie par rapport au monde des grandes de l'abattoir. Donc, il y a tout ce travail, finalement, de minutie. Il n'y a pas que la filière protéines de départ, c'est vraiment toute la chaîne de valeur qu'il faut arriver à valoriser. Eh bien, c'est ça, justement, le travail de confiance auquel j'appelais tout à l'heure le gouvernement vis-à-vis des collectivités, il est là, parce qu'on va réussir à faire de la dentelle. Non pas nous, on va venir en support, on va venir finalement à côté de la chambre d'agriculture, de la chambre régionale, on va venir à côté des professionnels, à côté des filières, on va venir renforcer, mais il faut que ça vienne là aussi du monde agricole lui-même, il faut que ça vienne de toute la production, il faut que ça vienne… Et à un moment donné, là où il y a des fragilités, eh bien, il faut arrêter de mettre des sparadraps et il faut vraiment se poser les bonnes questions et arriver peut-être à transformer et à moderniser aussi les appareils de production. Là, le rôle de la région, le rôle du politique, il vient vraiment avoir un effet levier. Sébastien le disait, il y aura à un moment donné un besoin d'argent, il faut faire des choix, on ne peut peut-être plus tout faire, mais il faut peut-être non pas s'hyper spécialiser. 13% de production de fruits chez nous, c'est largement insuffisant, donc il faut qu'on augmente aussi cela, mais il faut qu'on soit très performant dans les filières d'excellence qui sont les nôtres. On s'est fixé, Dominique, comme objectif dans les chambres de faire dans chaque département, tous les ans, la création de 2 filières. Ce n'est pas 2 filières d'export, c'est 2 filières coûts humains, comme les évoquait le président Rotner. Et voilà, on aura besoin du plan de relance, on aura besoin du soutien des régions, on aura besoin du soutien des collectivités. Et c'est des petites filières à des échelles locales avec 20 agriculteurs. Ça peut être un métier, ça peut être plein de choses. Il faut savoir inventer. Bon, avec un peu d'humour, Sébastien, j'aurais 2 souhaits, c'est que ce soit 2 par département en moyenne, parce que sur notre simple territoire, on a déjà 3 projets. Non, c'est pour blaguer. Et puis 2 par département, hein, sur la Grand Est, ça va déjà faire voilà. Par an. Tu peux prendre un peu d'avance. On a quelques idées qui sont en cours. Et je découvre cette fécondité des territoires pour sortir des projets dès lors qu'on instaure un dialogue, un climat de confiance tel que vous le décrivez. Je voudrais simplement sur la recherche faire un clin d'œil. Une déconvenue d'adolescent paysan que j'ai été, c'est le lupin dans les PH de nos terres. S'il a une priorité de recherche, c'est bien de pouvoir faire du
le soja passera par le lupin, enfin le remplacement du soja passera en grande partie par le lupin. Il y a de la recherche agronomique, il y a de la recherche fondamentale à faire, il y a de la recherche variétale, et les agronomes que vous êtes et que nous sommes sont absolument convaincus de cela, et on dispose de beaux outils dans la région. J'ai d'ailleurs une question de l'ENSAIA. Yves Leroux nous dit que finalement, HVE3, bas carbone, label, est-ce que ce n'est pas les grands défis des régions qui sont les nôtres, qui sont des régions intermédiaires? Est-ce que non pas à reconquérir ces valeurs ajoutées et à devenir les premières en autonomie protéique, en bas carbone, en HVE, à se donner un défi collectif parce que justement elles sont intermédiaires sur le terme de rendement, de potentiel. Est-ce qu'elles n'ont pas recherché cette valeur plus que d'autres encore? Roland, qu'est-ce que vous dites de ce défi pour les régions intermédiaires? Dites intermédiaires en France. Franchement, je vous avais dit que je ne suis pas un expert de la matière, donc moi, je n'ai rien à ajouter, sauf sur la question dont on a parlé avant, c'est qu'on ne s'arrête pas à penser à la frontière, parce que la réalité économique de nos acteurs économiques aussi dans l'agriculture ne connaît plus de frontières. Ceci est vrai pour les marchés. Quand je pense à ma ville, à Sarrebruck, il y a des gens qui vont en France sur les petits marchés pour acheter des produits français. Il y a beaucoup de producteurs qui viennent vendre leurs produits français chez nous. Et c'est aussi vrai pour la production. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui travaillent sur les prairies en même temps en France et en Allemagne, au Luxembourg, en Allemagne. Et donc, faut pas seulement penser dans une perspective départementale, régionale, nationale, mais toujours aussi penser les marchés et les opportunités des voisins, mais je m'en suis sûr que c'est la façon dans laquelle vous le faites dans la Chambre, mais aussi ce que je sais dans la région. Ok. Et est-ce que je relance Sébastien, un mot, oui, je vous en prie. Non, juste sur les zones intermédiaires, je pense que ce qu'ont vécu le défi des zones intermédiaires les 20 dernières années, ça a été la réduction des coûts pour arriver à gagner en compétitivité. Je pense qu'aujourd'hui, il faut inverser les choses et il faut se dire on est au bout de la réduction des coûts dans ces zones-là et on est dans le mur. Donc, il faut le grand défi de ces zones-là, c'est la création de valeur tout court. Alors, et le développement de la richesse, et donc moins par l'hyperspécialisation et plus par justement du refoisonnement de projets, alors dont font partie la polyculture et l'élevage, mais le refoisonnement de projets dans ces zones-là plutôt que la simplification à l'extrême des modèles. Mais c'est compliqué parce que quand vous n'avez plus l'argent, quand vous avez du mal à investir, si vous n'avez pas une dynamique de territoire, vous aurez du mal à repartir sur une dynamique d'expansion et de foisonnement de projets. Et c'est là que les collectivités ont un rôle fort à jouer pour aider à ce refoisonnement et à cette création de valeur. Et la bioéconomie, je pense, sera un vrai sujet pour inverser la tendance, arrêter d'hyperspécialiser, redévelopper des projets de territoire et recréer de la valeur dans ces zones-là et les sortir de ce qui est le problème aujourd'hui. Oui, alors je sais que Jean va devoir nous quitter. On va poursuivre avec Roland et Sébastien jusque le point de rendez-vous qui est autour de 16 heures. Donc on a encore un petit quart d'heure ensemble. Jean, vous n'hésitez pas à repasser un message avant de nous quitter. Moi, j'ai une question en rebondissant sur ce que vient de dire Sébastien à l'instant. Il faut refoisonner, donc il faut faire de la diversité. Il faut refaire ce qu'aujourd'hui des agronomes appellent des mosaïques paysagères qui passent par la polyculture élevage, mais pas seulement, par une diversité de cultures. Ce sont des territoires plus résilients, plus riches par rapport aux prédateurs, aux menaces diverses. On l'a vu, c'est expérimenté, c'est prouvé à l'échelle européenne, mais cette diversité des cultures, elle passe par un nombre de paysans important, elle passe par une relève générationnelle. La grande tendance dans nos régions, c'est malheureusement la fin des prairies sous différentes formes, c'est l'agrandissement des fermes, c'est une végétalisation qui se traduit par une simplification. Et c'est un mouvement qui est très très lourd. Et si on ne veut pas être dans les bons sentiments et les belles paroles, il faut regarder les choses en face et se dire que ce n'est pas qu'une question de volonté. Il y a une marche très forte aujourd'hui vers une forme de simplification, agrandissement qui se traduit par un appauvrissement agronomique, économique et par là même social. Alors, Sébastien, Roland, les politiques de renouvellement des générations, on sait que c'est quasiment un paysan sur deux dans la décennie qui vient en France. Je ne sais pas comment on pourrait nous dire comment c'est chez vous dans la Sarre, mais ce défi démographique, il est capital parce que sans hommes,
on ne fera pas vivre cette diversité, on n'ira pas à la reconquête de cette valeur ajoutée économique et écologique. Roland, quelle est la situation dans votre pays? Puis je voudrais avoir la position du président de la PCA là-dessus. Je ne connais pas les chiffres en France, mais je peux vous dire, je vous avais évoqué le développement des fermes chez nous, bien des entreprises agricoles entre 1960 et aujourd'hui. Et c'est le même problème chez nous aussi, de trouver quelqu'un d'une génération à l'autre qui veut continuer le travail, à la fois parce que la situation économique de nos agriculteurs, surtout en ce qui concerne la production du lait, était très mauvaise, ou bien l'est encore, à cause des prix qu'on est prêt à payer dans la consommation. En même temps, la situation des agriculteurs en ce qui concerne les heures de travail, la situation sociale, c'est très, très mauvais. Je ne veux pas dire très, très mauvais, mais c'est considéré comme un désavantage pour inciter les gens à faire ce travail. Je ne sais pas si vous connaissez cette émission allemande, Bauersucht Frau. Je ne sais pas s'il y a quelque chose pareil en France. Mais c'est une émission qui décrit la recherche des agriculteurs pour trouver une épouse, hein, parce que la situation est considérée comme si grave qu'il faut une émission pour cela, alors que beaucoup de gens espèrent de vivre en campagne et tout ça. Mais c'est un phénomène qui décrit la situation problématique de ce métier. Et c'est vrai, on n'a pas encore trouvé la baguette magique pour lutter contre ce phénomène. Moi, je trouve un instrument sans les meilleurs prix qui correspondent à la valeur du travail. Et ça commence avec la valeur que le consommateur est prêt, ou les prix que les consommateurs sont prêts à payer dans la consommation. Merci Roland. Donc, Jean Rotter a dû nous quitter. Sébastien, sur cette question de accaparement, agrandissement des terres versus simplification, et puis conquête de valeur ajoutée écologique, économique, installation, le point de vue des chambres. Et qu'est-ce que peuvent faire les territoires? La question, c'est qu'est-ce que peut faire une communauté de communes? Qu'est-ce que peut faire un maire? Qu'est-ce que peut faire, c'est les questions qu'on me pose là sur le chat, c'est que peut faire un département, peut-être il est moins compétent aujourd'hui, mais que peut faire une région et une communauté de communes qui ont la compétence économique sur la question du partage des sols? Je pense que le premier sujet, c'est le sujet de l'attractivité du métier. Et tu l'as dit tout à l'heure, on a parlé de la simplification dans les zones intermédiaires, des difficultés qui sont rencontrées dans ces zones-là. Je pense que le premier point, si on veut redynamiser l'agriculture et faire recréer ce foisonnement, c'est d'abord de mettre l'agriculteur au centre des décisions et pas de vouloir lui imposer des modèles. J'ai parlé tout à l'heure des mesures agro-environnementales et climatiques, des MAEC. Je pense qu'on ne réglera pas le problème de la dynamique en disant à l'agriculteur, je vais te donner de l'argent si tu maintiens de l'herbe. Ce qui était quand même la façon de porter certaines MAE. Je caricature un peu, mais il y a de ça quand même. Je pense qu'on le réglera en disant à l'agriculteur, quel est ton projet? C'est lui qui doit être au cœur de son projet. Et du coup, on aura du foisonnement parce qu'on aura plein de projets et pas 15 projets qu'on a écrits. On aura plein de projets. Et derrière, le rôle des collectivités, des régions, c'est justement d'accompagner cette dynamique de projet, en faisant en sorte qu'on accompagne l'investissement quand il y a un projet cohérent, en faisant en sorte qu'on accompagne la prise de risque de l'agriculteur qui va changer de système. Et si on recrée cette dynamique chez les agriculteurs, on attirera à nouveau dans notre métier. Alors, une fois que j'ai dit ça, je n'ai pas réglé tout le problème de la transmission. Parce que pour régler le problème de la transmission chez les agriculteurs, nous, on s'est porté comme défi dans les chambres de rencontrer la moitié des agriculteurs, c'est-à-dire les cédants, dans les 5 ans à venir, pour essayer de leur proposer un projet pour céder à un jeune. Mais on va aller jusqu'au bout. Pour être efficace là-dedans, il faut s'attaquer au sujet du revenu, c'est ce qu'on essaye de faire. Il faudra s'attaquer au sujet de la charge de travail, c'est-à-dire savoir imaginer avec les jeunes des projets qui leur laissent du temps libre parce qu'ils sont de plus en plus, alors parfois pas mariés, mais parfois mariés avec quelqu'un qui vit à l'extérieur et ils n'accepteront pas des modes de vie où ils ne peuvent pas prendre de vacances, etc. Et puis, j'allais dire le dernier point, c'est qu'on a besoin d'une protection sur l'utilisation du foncier pour justement faire en sorte qu'on ait vis-à-vis du cédant un certain nombre de moyens et avec des dispositifs fiscaux pour l'aider à céder à un jeune
et puis un certain nombre de moyens pour éviter un accaparement du foncier un peu exagéré. Ça, Dominique, tu le sais très bien, on en a parlé. Je pense qu'on est aujourd'hui, la profession agricole et les chambres en particulier, très favorables à une vraie loi sur le foncier pour éviter un accaparement du foncier et pour permettre justement de donner le foncier à des gens qui ont des projets de développement et des projets de création de valeur. Pour prendre un exemple, hein, quand on donne une ferme à l'agrandissement, en général, on va à la simplification parce que le projet de la personne qui reprend, c'est d'arriver à reprendre en limitant ses coûts. Donc, il va simplifier les choses. Quand on donne ces mêmes terres à un jeune, ce jeune-là, il va chercher à créer de la valeur pour vivre mieux sur la même surface. Et donc, si on veut créer de la valeur sur les territoires, il faut trouver le moyen de confier plutôt les terres à ces jeunes-là. Très bien. Donc, une politique de régulation du foncier relayée sur les territoires avec peut-être, je me permets de le suggérer, c'est aujourd'hui la régulation du monde foncier, c'est le monde paysan et l'État. Face à face, l'État est démuni, donc il faut de la loi. Mais je pense qu'on ne peut pas faire cette régulation du foncier sans remettre les territoires dans la boucle et qu'une des fonctions, j'écoutais Pascal Gaillot qui est responsable de la commission agricole sur le Grand Est, qui nous dit les deux missions des collectivités, c'est finalement la commande alimentaire, notamment dans la RHD, et c'est les questions d'énergie. Je me permets, Pascal, au milieu de ces deux propositions, de dire que le partage du sol et une politique d'installation, de régulation du foncier est le troisième déterminant sur lequel peuvent peser peut-être efficacement demain une collectivité par un cahier des charges qui disent un peu la vocation du territoire. Mais l'accompagnement, Dominique, l'accompagnement d'un jeune dans son projet, quand il va s'installer par la collectivité, c'est aussi un atout majeur parce que c'est ça qui lui permettra demain d'avoir dans la reprise quelque chose qui soit compétitif parce que derrière, il aura un projet qui sera créateur de valeur. Oui. Bon, il y a l'accompagnement, il y a la bonne volonté, il y a l'attractivité. Je me permets simplement, dans la vraie vie, on le sait tous, et je crois que Jean Rotner, Pascal et personne ne pourra nier qu'il y a une véritable compétition et qu'aujourd'hui, elle est en faveur des plus puissants qui aujourd'hui concentrent les moyens de production et appauvrissent plutôt le territoire par là même. Donc, il y a une clé partage prospérité qu'il nous faut recréer. Elle ne se fera pas que par des sentiments et de l'accompagnement, elle se fera aussi par un rapport de force fixé par la loi et dans lequel le territoire pourrait jouer un rôle, je pense, un peu inédit, en tout cas, ce serait une véritable innovation. On évoque le renouvellement des actifs, ça suscite des réactions ici et là. Je voudrais simplement noter à cet instant Terre de Liens qui nous dit qu'il dispose d'un outil territorial. Alors, il faut que je retrouve le nom de cet outil territorial, si vous voulez m'aider. C'est juste pour susciter le débat. Je ne dis pas que c'est la bonne solution, je veux au moins la livrer. Outil territorial qui permet de savoir combien de terres doivent être consacrées à l'autonomie alimentaire pour nourrir la population d'un territoire donné, que ce soit une région, un village, etc. Donc, je pense que c'est plus une aide à la discussion, une entrée en discussion sur la valeur des terres et leur dimension alimentaire qu'une solution dans l'absolu. Mais je voulais remercier cette contribution de Terre de Liens. Elles sont très nombreuses. Et en fait, quand on parle territoire, on parle beaucoup alimentation, on parle énergie, et c'est Parcelle, bien sûr. C'est un logiciel ou en tout cas un outil d'aide à la décision qui s'appelle Parcelle et sur lequel notre attention est attirée par Terre de Liens. Sur le chat, on a parlé également d'agroforesterie, on a parlé de toutes les formes d'agroécologie. En tout cas, on est sur des débats passion, sur des débats qui aujourd'hui nous rassemblent. Je pense encore une fois qu'il n'y a pas de consensus sur toutes les solutions qui sont proposées, mais j'ai envie de dire aujourd'hui, il y a un fond culturel commun qui dit, j'entends plus aujourd'hui un leader agricole, un ministre peut-être depuis peu, mais je n'entends pas de ministre en tout cas, dire autre chose que nous devons concilier sécurité alimentaire, lutte contre le changement climatique, biodiversité, et que ça passe par la recherche de valeurs économiques et écologiques dans le même combat. Je voudrais dire à Roland, comme contribution importante au débat européen, que notre émission à nous s'appelle « L'amour est dans le pré ». Donc, je ne sais pas, on va regarder la vôtre sur une chaîne européenne. Et d'autres disent sur le chat que le bonheur est dans le pré, parce que vous savez que les prés sont une réserve carbone extraordinaire, un puits carbone extraordinaire, une ressource de biodiversité un peu ordinaire, et que c'est vrai qu'on peut parler de tout ce qu'on veut sur l'agroécologie, tant qu'on ne reconnecte pas l'élevage et la culture, on est un petit peu dans un discours un peu vide. Donc, c'est bien cette reconnexion qui est en jeu, qui est une des chances de la France et que nous pouvons jouer dans
quasiment chacune de nos régions. Je voudrais, en dernière question, on a évoqué le plan protéines, on a évoqué sa déclinaison, on a évoqué l'agroforesterie, on a évoqué les céréales et le biogaz, beaucoup de questions autour des biocarburants. Je me permets à ce moment où on approche de la clôture des débats de dire que, avec un peu d'insistance, et j'en suis désolé, c'est qu'on aura besoin de démontrer, pour éviter de mauvaises controverses sociétales, de démontrer que par une troisième culture, par une partie de la culture, en tout cas les questions d'énergie et d'usage non alimentaire ne sont pas concurrents des questions alimentaires, sinon on retombera dans les débats, qui ruinent la société et l'agriculture. Et ce que je disais tout à l'heure, Dominique, c'est que je crois qu'il faudra arriver à le démontrer à l'échelle du projet et de l'exploitation que de le démontrer par quelque chose de très cadré. Et donc, cette démonstration, elle va passer par voilà, un certain nombre de labellisations, par un certain nombre d'éléments de preuve amenés avec des systèmes de blockchain, etc., plutôt que par un cadrage législatif très fort pour dire c'est ça qui est bon. Alors, en remettant le projet de l'agriculteur au centre. Une dernière relance de l'un et de l'autre. On oppose peut-être de façon un peu caricaturale des circuits dans la mondialisation. Sur le chat sont revenues les questions du Mercosur, qui est peut-être seulement provisoirement écarté, d'un CETA qui n'est pas sans susciter encore de nombreux débats sur le bien fondé d'échanger du lait et de la viande par-dessus l'Atlantique. Mais au-delà du débat entre mondialisation et la MAP, le marché local et la vente directe, rappeler que reterritorialiser l'alimentation, ça passe aussi par des plans alimentaires territoriaux qui peuvent s'adresser à des bassins de vie comme des métropoles, qui peuvent s'adresser à des acteurs publics aussi divers qu'un centre hospitalier régional, l'armée, et pas seulement la petite école du village à côté, ou l'association de consommateurs de la petite ville voisine. Donc on peut imaginer, et je le dis parce que j'en étais témoin au dernier salon de l'agriculture, juste avant que la pandémie ne vienne l'interrompre, d'une initiative comme celle d'AgriParis, qui envisageait, qui avait écarté la fausse bonne idée d'avoir des terres spécifiques pour nourrir Paris, mais qui envisageait une contractualisation, on en avait parlé, Sébastien, avec les régions voisines, alors pas seulement le Grand Est, la Normandie, etc., et bien sûr les Hauts-de-France, une contractualisation pluriannuelle et sur des volumes importants pour en lien avec les filières coopératives ou privées, fournir une alimentation aux millions d'habitants de l'Île-de-France. Et là, on est sur des échelles qui commencent à repenser des circuits, non pas à 3 km, non pas seulement à 30 km, mais des circuits de 300 km qui peuvent redevenir vertueux et reprendre du sens. Est-ce que vous êtes assez d'accord pour nous dire que la relocalisation de l'alimentation, ce n'est pas uniquement du circuit court, c'est également du contrat qui passe par des outils industriels et sur des circuits envisagés sur des échelles un petit peu plus grandes? Bien sûr, comme moi j'ai donné les chiffres tout à l'heure, y compris de ce qu'on exportait, on ne va pas arrêter d'exporter demain et ce serait quand même très égoïste de vouloir se priver de pouvoir, y compris sortir de France, alors qu'on a probablement les 10% les plus productifs de la planète, de se priver de ces échanges. Mais ça peut vouloir dire aussi, je ne suis pas contre les échanges bilatéraux, mais il faudra demain qu'on sache peut-être faire porter des échanges bilatéraux sur un peu autre chose que le simple droit de se vendre des produits sans droit de douane, mais simplement peut-être faire porter aussi des échanges bilatéraux sur les règles qu'on s'impose mutuellement sur les produits qu'on échange, par exemple, qui n'a jamais été un sujet évoqué dans des échanges bilatéraux. Et peut-être que revoir les échanges bilatéraux un peu moins sur des notions de libre-échange et un peu plus sur des respects mutuels de règles de production sur lesquelles on s'engage ensemble, me paraîtrait peut-être une évolution intéressante pour continuer à faire des échanges, mais les faire dans le respect et de l'environnement et du développement social dans chacun de nos territoires. Bien. Écoutez, on arrive, il me semble, à moins que Catherine ou Caroline m'évoque une question cruciale et qui n'a pas été au minimum abordée à cet instant, que nous pouvons nous réjouir. Je vais simplement répondre à Jean-Marie Chauvet. Lever un mystère, peut-être, il y a en arrière-plan quelque chose que j'aime bien mettre en évidence. C'est une affiche qui a été faite par COP de France. Alors, ce n'est pas une affiche pour un néo-bolchevisme. Je représente la Fondation Jean Jaurès,
qui est social-démocrate et qui n'est pas bolchevique. Mais c'est justement un panneau un peu humoristique et qui reprend ce slogan. Paysan, avec la luzerne, tu nourriras la terre. Et je trouve que finalement, c'est une belle illustration qui va faire le pont entre le niveau local et le niveau européen et le niveau mondial. Donc c'est juste une petite allégorie sur laquelle je vais terminer. Quand j'étais jeune paysan, il arrivait 92 une réforme de la politique agricole commune qui a cessé de financer la luzerne dans les modes de financement de la politique agricole commune. Et quasiment dans l'année qui a suivi, l'ensemble de la luzerne a disparu du plateau lorrain. Sur ce plateau lorrain, qui était un des bouts des territoires de France qui produit de l'alimentation, la luzerne était le précédent d'une orge d'un blé ou d'une orge de printemps dans laquelle elle était semée. C'est un système très économe, très performant, des cycles de 5 ans, d'environ 5 années, avec des bilans carbone, des bilans écologiques qui étaient très performants. Et puis la fin du financement de la politique agricole commune a ruiné cet écosystème, a permis d'explorer d'autres cultures, mais on n'a jamais retrouvé le bilan agronomique qui avait été façonné par l'expérience de la conciliation entre un sol, une production animale, une production végétale et les besoins des filières. Et là, l'Europe est venue détruire un écosystème territorial. Alors moi, je veux dire qu'aujourd'hui, je fais le rêve d'une Europe qui, dans le déploiement de ces aides, vienne accompagner la réconciliation d'une production alimentaire qu'il va falloir augmenter, qu'il va falloir qualifier pour nourrir 10 milliards d'individus et dans lesquels les territoires de France, ceux d'Allemagne, ceux du monde entier devront contribuer. Et pour ça, il faut des régulations. Et pour ça, il faut les accompagner avec agilité. Et puis, il faut à l'échelle du monde des régulations sur les marchés. Il faut à l'échelle des territoires des régulations sur les terres pour que des jeunes prennent la relève et puissent continuer à raconter la grande histoire de l'agriculture. Et les territoires peuvent être à la fois le cadre de cette réconciliation et le creuset d'innovation inédite. Dès lors que les paysans s'entraident sur un territoire, dès lors qu'ils se donnent la main, ils sont capables d'inventer des choses extraordinaires en innovation technologique, en innovation sociale. C'est un grand, grand métier et c'est un grand défi pour l'humanité. Donc, moi, je suis heureux et fier que Planète A organise sous des angles différents, aujourd'hui celui des territoires avec la dimension transfrontalière, ce beau débat. Merci infiniment à vous tous et à bientôt pour de prochains débats sur Planète A. Merci aux intervenants, à Jean, à Sébastien et à Roland avec qui nous avons eu le bonheur d'échanger et à tous ceux qui ont participé avec des questions, des très beaux encouragements et à bientôt pour l'intervenant de Novétique que nous retrouverons un autre jour. Merci à tout le monde. À bientôt. Merci à tous. Merci Dominique et à bientôt. Alors, le prochain événement, je dois le lancer. On passe la main, donc ce sera souveraineté alimentaire et environnement, les leviers pour concilier et garantir une nourriture saine, suffisante et respectueuse de la biodiversité. Ça sera donc le 3e débat et le 8 décembre, on vous donne rendez-vous avec la souveraineté alimentaire et santé, l'agriculteur garant de One Health, une seule santé, un beau récit pour notre terre et pour notre